objective, le malade peut toujours soupçonner, à tort, mais comment peut-il le savoir, qu'on lui cache une partie de la vérité. Toutefois, même quand le médecin sait, toutes les ambiguïtés ne sont pas pour autant levées. Le médecin qui écoute le patient doit jauger s'il veut savoir ou s'il ne veut pas savoir la réalité de son état. Si, disant qu'il veut savoir, il veut vraiment savoir, et se doutant quelque peu de la réponse, il veut vraiment l'entendre. N'imaginons pas qu'il s'agit là d'opposer deux catégories d'hommes, ceux qui acceptent qu'on leur dise qu'ils sont malades et qui affrontent la maladie, et ceux qui n'acceptent pas qu'on le leur dise et qui ne veulent pas l'affronter. Il y a, chez tout patient, comme chez tout proche de patient, une réception complexe et très clivée du discours du médecin. Nous voulons savoir et nous ne voulons pas savoir. Une partie de nous-mêmes refuse de savoir ce que l'autre partie entend, si ce qu'elle entend est inacceptable pour notre moi. Il y a toujours en nous quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise le réel, s'il nous est désagréable. Entendre un dire ne veut pas dire qu'on l'écoute, écouter un dire ne veut pas dire qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'on le comprend. Il ne faut pas s'offusquer d'ailleurs de ces disjonctions. Il est absolument fondamental de se défendre contre le dire du réel, s'il annonce notre destruction ou la destruction d'un être cher. Et celui qui est en position de dire ce réel doit savoir qu'il va affronter des défenses et en accepter l'existence. Il est important que celui qui apprend une mauvaise nouvelle, le concernant un de ses proches, puisse continuer à vivre, et ne s'offre pas prématurément et tout entier au couperet de l'annonce d'une vie brisée ou de son amoindrissement imminent. Il est une infinité de façons d'annoncer à la personne la gravité de sa maladie. Il est une infinité de façons pour elle de se situer dans le langage. Il n'y a pas qu'une façon de dire le réel. Aussi, la brutalité, par exemple, dans une annonce, n'est-elle jamais pardonnable. L'annonce doit toujours veiller à s'appuyer sur la prodigieuse ouverture rendue possible par le langage. Même quand il dit le réel, le langage est toujours dans la posture de la fiction. Il situe à la fois le locuteur et le destinataire dans une position radicalement imaginaire, qui ne peut pas être habitée. On dira que, même infiniment varié, le message qui doit passer dans l'annonce de la grave maladie est celui de la réalité désagréable ou tragique. Sans doute. Mais il y a bien d'autres choses dans la vie du patient que sa maladie, et que le souci de la vaincre ou de vivre avec elle, sinon peut-être dans certains cas, ou dans certaines phases aiguës ou terminales de la maladie. La parole peut toujours tenir compte du champ immense de possibles, fussent-ils imaginaires pour la plupart d'entre eux, ou en voie d'extinction réelle par le présage d'une issue funeste. On trouve dans l'éthique de Spinoza une proposition qui dit l'expérience même du désir. Je vous la lis. Un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Alors je crois qu'il est essentiel à la parole médicale d'être cette pensée de la vie, et non pas de la mort. La parole ouvre donc un espace, une topique, faite de lieux où nous ne vivons pas, mais qui ouvre des points de vue infiniment variés dans notre vie ou sur notre vie. La plus humble phrase déploie un espace complexe, selon les relations qu'elle établit entre les signes et entre les signifiés.
tous nos actes psychiques, à commencer par nos perceptions, bien sûr, mais aussi nos affects, enfin nos sentiments, nos projets, ouvrent des types d'espace. À tel point que Freud disait, c'est l'une des dernières réflexions qu'il ait écrites, que l'esprit est fondamentalement espace, qu'il ne cesse d'esquisser des espaces et d'articuler des espaces. C'est le point où nous rejoignons la question de l'architecture. Car si le dialogue du malade et du médecin ouvre des espaces imaginaires, plus ou moins fictifs, à la fois protégés par les épaisses murailles du secret et point de départ de nouveaux sentiers à creuser, encore faut-il que les murs qui enserrent les vides, les divisent et les répartissent, ne se dressent pas en opposition contre eux, mais s'articulent avec eux, enfin les permettent, les inscrivent même dans l'existence. Or, nous voyons qu'il n'y a nulle fatalité à ce que l'inscription architecturale s'accorde spontanément avec la spatialité du discours médical dont nous avons parlé, voire à ce qu'elle la suscite. Mais pour parvenir à cette harmonie, il faut d'abord éviter peut-être un certain nombre de travers ou de gênes. Si, par la fenêtre de sa chambre, le regard du malade vient obstinément buter contre un mur uniforme situé à proximité, on conçoit que l'on surcharge le patient, qui doit rester un certain nombre de jours loin de chez lui alors qu'il va s'agir de son intimité, enfin de son moi, de son mal, on le surcharge de la tâche psychologique d'avoir à lutter en quelque sorte contre cet objet envahissant, à l'absorber, à le contourner imaginairement. Il est des paysages plus faciles à accepter ou à introjecter, si j'ose dire, que d'autres. Certains assaillent, étouffent, inquiètent, tandis que d'autres projettent le regard au loin et libèrent. L'architecte s'appuie justement sur des paysages, l'architecture s'appuie là-dessus, sur des paysages qu'elle rend en quelque sorte spéculairement. Mais il faut convenir que le problème est presque insoluble. Car les larges baies vitrées, qui désormais presque partout dans les chambres des hôpitaux modernes accueillent généreusement la lumière en évitant de fermer les perspectives, ne vont pas sans provoquer d'angoisse. Être situé très haut au-dessus du sol force le rappel de sa fragilité, de sa précarité. Les psychologues ont souvent montré que l'intrusion du monde extérieur à travers l'encadrement de la fenêtre de quelque appartement était un élément déclenchant de l'angoisse. On sait par exemple que le mode de suicide choisi par ceux qui sont en proie à une crise d'angoisse est de préférence la défenestration. Ouvrir donc largement un pan de mur à l'extérieur n'est pas forcément faire mieux que mettre un petit morceau d'extérieur, si j'ose dire, en vitrine. Ne mettons pas l'hôte en position de désirer l'extérieur et ne l'angoisse-t-on pas en le détournant finalement des affaires centrales. D'autant que, en inversant le panoptique, on ne résout pas forcément ces difficultés. Certes, on ne vit plus sous un regard permanent, mais a-t-on fait autre chose que de substituer à la tour aux persiennes, dont nous parlions avec Bentham, le château kafkaïen que l'on croit habité de gens qui savent des choses importantes sur notre compte, qui prennent en apparence collégialement des décisions sur notre santé, mais dont on ne sait au bout du compte presque rien de ce qui se trame. On sait que au prochain staff, notre cas sera abordé. On sait qu'il l'a été puisqu'on voit tout d'un coup apparaître sous la forme d'un bilan ou d'un résultat rapide ce qu'il en est et sera de soi. L'angoisse à l'endroit du lieu où sont entreposés mon dossier, les images qui me concernent, les résultats des investigations, analyses, examens, n'est pas levée par un système qui finalement conserve
la structure panoptique. On a changé le sens des constructions panoptiques en retournant certains de leurs organes. On n'a pas changé peut-être l'essentiel du mouvement. Alors on dira que nous n'apportons là que des impressions subjectives et qu'il ne convient pas de leur accorder plus d'objectivité et de généralité qu'elles n'en ont. Alors nous en convenons très volontiers. Et l'on voit souvent le malade s'en accommoder, par exemple, en restructurant son espace. Jour après jour, il se fait apporter par ses proches, pour les réunir autour de lui, une quantité invraisemblable d'objets familiers ou personnels. On sait d'ailleurs que n'importe quel utilisateur d'outils ou de machines, qu'il s'agisse d'outils ou de machines publiques comme au travail, ou privées comme, je ne sais pas, dans le cas d'une automobile ou d'objets familiers de son entourage, on sait que n'importe quel utilisateur d'outils les change plus ou moins consciemment par son propre usage et en fonction de son propre usage. Pour produire une existence utile, bien, il faut que l'espace soit accaparé, en quelque sorte, par l'existant. Le patient le fait, et il donne parfois à son visiteur l'impression qu'il va mieux lorsque celui-ci le voit investir son petit espace pour le refaire. Toutefois, mon propos n'est pas de vouloir identifier, ni même de vouloir rapprocher, par quelques feintes, la chambre d'hôpital, où on doit se soigner, enfin, subir des examens, commencer à s'habituer aux suites d'une opération ou de quelques traitements, avec une chambre d'hôtel, ou avec quelques répliques de la maison où l'on vit habituellement, même s'il est bon que la personne soit accompagnée d'objets qu'elle aime et qui sont à la fois le prolongement d'elle-même et peut-être la réverbération d'elle-même. Il faut aussi que la chambre d'hôpital puisse être, on pourrait dire, hors de la maison, une sorte de lieu de recueillement. Il se peut que la maladie, ou plus exactement le temps de sa détection, de son traitement, soit une espèce de